Frankenstein. Ah, rien que le nom, ça évoque des images. Souvent d'ailleurs, plus le monstre que le créateur, non? C'est vrai, c'est une image iconique. On va plonger aujourd'hui dans cette histoire qui fascine toujours autant. On va regarder de près une adaptation au cinéma, une qui a marqué. Et on va remonter jusqu'au livre, à la source. Exactement. Oui, on va s'intéresser au Frankenstein de Kenneth Branagh, celui de 1994, celui qui s'appelait en version originale Mary Shelley's Frankenstein, un titre assez ambitieux d'ailleurs. Ah oui. Et on va le mettre en regard justement avec le roman original Frankenstein ou le Prométhée moderne. C'est ça. Pour nous guider, on s'appuie sur les pages Wikipédia du film et du roman, deux sources assez riches. L'idée, c'est un peu de voir comment Branagh a interprété ce mythe. Qu'est-ce qu'il a gardé? Qu'est-ce qu'il a changé? Et puis, au-delà du film, explorer comment ce livre incroyable de Mary Shelley est né. Oui, Et pourquoi ces thèmes qu'elle aborde, la création, l'ambition démesurée, la monstruosité, pourquoi ça nous parle encore autant aujourd'hui? tout à fait. Pourquoi ça continue de nous captiver comme ça? Bon, allons-y. Alors, ce film de Branagh, sorti en 94, 95 en France, je crois. Oui, c'est ça. Une grosse production pour l'époque, quand même. 45 millions de dollars, avec Francis Ford Coppola comme producteur, via sa société American Zoetrope. Oui, c'était juste après le succès de son Dracula d'ailleurs, hein. Il devait même réaliser Frankenstein au départ, je crois. Ah, d'accord. Et Branagh, il est partout. Réalisateur, et il joue Victor Frankenstein lui-même. C'est ça. Et face à lui, Robert De Niro, méconnaissable en créature. Et Helena Bonham Carter en Elisabeth. Un casting assez impressionnant. Ça pose le décor, comme on dit. Absolument. Et ce titre Mary Shelley's Frankenstein, c'était pas juste pour faire joli. Ça montrait une volonté claire de revenir au texte source. Un peu pour se distinguer des anciennes adaptations, peut-être. Celles d'Universal. Exactement. Mais c'était aussi une obligation légale, en fait. Universal avait les droits sur le titre Frankenstein tout court. D'accord, je vois. Le film commence fort, avec ce cadre dans l'Arctique, non? L'explorateur Walton qui trouve Victor. Oui, un Victor Frankenstein complètement épuisé, au bout du rouleau. Et hop, on bascule dans son passé. Sa jeunesse à Genève, la mort de sa mère. Tiens, d'ailleurs dans le film, elle meurt en couche, non? Oui, alors que dans le livre, c'est la scarlatine. Ah, voilà, déjà un petit détail qui change. Une première liberté prise. Tout à fait. Et cette mort, dans le film en tout cas, on a l'impression que ça renforce sa détermination, sa promesse de vaincre la mort. C'est peut-être un peu plus direct que dans le livre. Et ensuite, il part pour Ingolstadt pour ses études. C'est ça. Et là, il y a le personnage du professeur Waldman, joué par John Cleese, Oui, oui. qui a un rôle beaucoup plus important que dans le roman. Ah oui, comment ça? Dans le film, il devient une sorte de mentor, un peu ambigu d'ailleurs, un pionnier de ses recherches sur la réanimation. Et Victor récupère même ses travaux et même son cerveau après sa mort. Carrément. Ça, c'est pas de tout dans le livre alors. Pas du tout. Dans le livre, Waldman est un personnage assez secondaire. Et la scène de la création elle-même, c'est un morceau de bravoure dans le film, non? Très physique, électrique. Oui, très viscéral. Branagh insiste beaucoup sur l'assemblage des corps, l'électricité et tout ça. C'est très Très différent de Shelley. Ah oui. Shelley reste très évasive sur les détails techniques. Elle se concentre sur l'horreur psychologique de Victor. Branagh, lui, il opte pour le grand spectacle, le côté plus graphique. Mais ce qui est commun, par contre, c'est le rejet. Immédiat. Ah ça oui. Dès que la créature ouvre les yeux, c'est l'horreur pour Victor. Il fuit, l'abandonne. Et après, on suit l'apprentissage de la créature, sa découverte du monde, et surtout, de la méchanceté des hommes. Oui, le film montre bien ce rejet permanent, cette solitude. C'est assez poignant. Jusqu'au moment où elle trouve le journal de Victor. Et là, elle comprend tout. Son origine, pourquoi elle est rejetée. Exactement. Et c'est là que la colère et le désir de vengeance commencent vraiment à naître. Et la vengeance frappe. D'abord, le petit frère de Victor, William. Oui, puis Justine, la servante, qui est accusée à tort. Et là encore, une différence avec le livre, il me semble. Dans le film, elle est lynchée, non? Oui, elle est lynchée par une foule en furie, alors que dans le livre, elle a un procès. Elle est condamnée et exécutée. Ce choix du lynchage dans le film, ça accentue peut-être la violence brute, l'injustice immédiate. Oui, c'est plus direct, plus choquant peut-être. Possiblement. Ensuite, il y a la confrontation sur le glacier, la mer de glace, Un moment clé. où la créature retrouve Victor et lui demande une compagne. Avec cette menace terrible, j'irai à tes noces.
Ça, c'est bien dans les deux versions. Oui, mais c'est après que le film prend vraiment ses distances avec le roman, non? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est là que les divergences deviennent radicales. Racontez-nous ça. Ben, dans le livre, Victor accepte d'abord, il part en Écosse, il commence à créer une compagne, puis il est pris de remords, il détruit son travail, horrifié à l'idée de créer une race de démons. D'accord. Et dans le film? Dans le film, la créature lui apporte le corps de Justine justement pour qu'il l'utilise, mais Victor refuse. Et là, la vengeance s'abat sur Elisabeth le soir des noces. Comment elle meurt dans le film? Je me souviens que c'était assez brutal. Oui, la créature lui arrache le cœur. Littéralement. C'est très violent. Alors que dans le roman, elle est étranglée. D'accord. Cœur arraché contre étranglement. Mais c'est surtout ce qui se passe après qui est une invention totale du film, c'est ça? Totalement. Victor, fou de chagrin, décide de ramener Elisabeth à la vie. Comment? En utilisant le corps de Justine, celui qu'il avait refusé d'utiliser pour la compagne, il la réanime. Waouh, ça change tout, non? Qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que ça modifie, cette réanimation d'Elisabeth? C'est une différence fondamentale. Ça transforme complètement le personnage d'Elisabeth. D'une victime, somme toute, assez passive dans le roman, elle devient elle-même une figure tragique, monstrueuse. Une sorte de créature, elle aussi. Exactement. Ça crée une espèce de triangle amoureux macabre entre Victor, la créature qui la revendique, un peu comme sienne, et cette Élisabeth réanimée, perdue, horrifiée par ce qu'elle est devenue. Et elle finit par se suicider, c'est ça? Oui, elle s'immole par le feu. C'est un acte de désespoir total, mais peut-être aussi une façon de reprendre le contrôle sur cette existence qu'on lui a imposée. Ça explore d'une manière très différente la question de l'identité, de la possession, après la mort. Certains y ont vu une tentative de Branagh de donner plus de pouvoir au personnage féminin, même si c'est tragique. Oui, on peut le voir comme ça. Une agentivité tragique et autodestructrice, mais une agentivité quand même. C'est une interprétation. C'est vrai que ça donne une fin beaucoup plus spectaculaire, très opératique, presque shakespearien, ce qui n'est pas étonnant venant de Branagh. Tout à fait. Mais alors, cette fameuse fidélité revendiquée par le titre Mary Shelley's Frankenstein, elle prend un sacré coup, non? Avec des changements pareils? C'est toute la question, effectivement. Malgré toutes ces différences, et il y en a d'autres, la structure narrative est simplifiée, on n'a pas les récits enchâssés complexes du roman. Oui, les lettres de Walton, le récit de Victor, puis celui de la créature. Voilà, des détails biographiques sont modifiés, le sort de certains personnages, comme Clerval, l'ami de Victor. Ah oui, Clerval. Il survit dans le film, lui. Il me semble bien, oui. Alors que dans le livre, il est assassiné par la créature. Et le frère de Victor, Ernest, il existe dans le livre, mais pas dans le film. Donc beaucoup de différences, en fait. Énormément. Mais malgré tout ça, le film est souvent considéré comme une des adaptations les plus fidèles dans l'esprit, si on compare à d'autres films, comme celui de James Whale, en 1931, qui était très très loin du livre. D'accord. Branagh essaye quand même de capter l'intensité tragique, l'ambition de Victor, la souffrance de la créature. Oui, et les questionnements philosophiques du roman. Il essaie de rester connecté à ça. Mais bon, il fait clairement des choix d'interprétation très forts. Et on sait qu'il y a eu des tensions sur le montage, d'ailleurs, entre Branagh et Coppola. Oui, apparemment, il n'était pas toujours d'accord. Le scénariste Franck Darabont a aussi exprimé des réserves sur le résultat final. Ça montre bien qu'adapter, c'est toujours interpréter. C'est intéressant de voir comment une adaptation, même très ambitieuse, finit toujours par refléter la vision de son réalisateur, son époque aussi. Tout à fait. Et ça nous amène naturellement à revenir au roman lui-même, à l'origine de tout ça. Comment une œuvre pareille a bien pu naître? L'histoire est assez folle, non? Ah oui, la genèse de Frankenstein est presque aussi célèbre que le livre. Il faut imaginer, on est en 1816, près du lac Léman, à la Villa Diodati. Oh, traité pourri. Exactement. L'année sans été, à cause de l'éruption d'un volcan en Indonésie, le Tambora, qui a complètement déréglé le climat en Europe, pluie, froid. Et là se retrouve coincé un groupe de jeunes Anglais assez remarquables. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a Mary Godwin, qui n'a que 19 ans, son amant et futur mari, le poète Percy Shelley, le célèbre et sulfureux Lord Byron, son médecin personnel John Polidori, et Claire Clairmont, la demi-sœur de Mary. Un huis clos sous la pluie, avec des esprits brillants, jeunes, romantiques, un peu tourmentés. Le cocktail parfait pour des histoires sombres. Carrément. Et pour passer le temps, ils lisent des histoires de fantômes allemandes, les Phantasmagoriana. Et c'est là que Byron lance son fameux défi, que chacun de nous écrive une histoire de fantôme.
Et de ce défi vont naître deux monstres de la littérature, en quelque sorte. Exactement. D'un côté, Polidori écrit Le Vampire, qui va poser les bases du vampire aristocratique moderne, bien avant Dracula. Et de l'autre, Mary, qui a du mal au début, non? Oui, elle raconte qu'elle n'arrivait pas à trouver d'idées. Mais les conversations allaient bon train autour des expériences scientifiques de l'époque, notamment le galvanisme. L'idée qu'on pourrait ranimer la matière morte avec de l'électricité? C'est ça. Les expériences de Galvani sur les grenouilles, d'Eldini sur des cadavres, ça fascinait et ça effrayait en même temps. Et c'est une sorte de rêve éveillé ou un cauchemar qui va tout débloquer pour elle. Oui, elle décrit une vision nocturne très forte. Elle voit le pâle étudiant des arts profanes agenouillé à côté de la chose qu'il a assemblée. Et qui commence à bouger. Voilà, avec un mouvement convulsif et sans vie. Cette image terrifiante, c'est vraiment l'étincelle, le noyau du roman. Certains pensent aussi que son histoire personnelle a pu jouer un rôle. Elle avait perdu un bébé peu de temps avant. Oui, elle avait perdu une petite fille prématurée en 1815. Il est possible que ce deuil, ce désir inconscient de ramener un être à la vie, ait trouvé un écho dans cette histoire de création artificielle. C'est une interprétation psychologique possible. En tout cas, c'est fou. À 19 ans, elle écrit ça. Une œuvre d'une telle profondeur. Comment ça a été reçu à l'époque, en 1818? Alors, le livre est publié anonymement d'abord, 500 exemplaires seulement. Et la réception est mitigée, mais plutôt positive dans l'ensemble. Il y a eu des critiques négatives. Ah oui, et certaines très virulentes, qui criaient à l'absurdité, à l'horreur, au mauvais goût. Le Quarterly Review a été particulièrement méchant. Mais il a eu du succès quand même. Oui, un succès assez rapide. Et des critiques importants, comme Walter Scott, ont tout de suite reconnu la puissance et l'originalité du livre. Scott a notamment loué l'humanisation du monstre, le fait qu'on puisse ressentir de la pitié pour lui. Il est vite classé comme roman gothique, j'imagine. Oui, mais on sent bien qu'il est plus que ça, qu'il renouvelle le genre. Justement, parlons de ces thèmes profonds. Le sous-titre déjà, le Prométhée moderne, ça dit beaucoup. C'est la clé de lecture principale, oui. Victor Frankenstein, c'est le nouveau Prométhée. Comme le titan grec qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes, ou comme le Prométhée latin qui a créé l'homme à partir d'argile. Victor défie les lois de la nature, il transgresse les limites. Exactement. Il veut percer le secret de la vie et de la mort, une ambition totalement démesurée, orgueilleuse, qui va causer sa perte et celle de ses proches. Et l'ironie, c'est que Prométhée, ça veut dire celui qui réfléchit avant. Tout le contraire de Victor. Lui, il agit d'abord, il crée, et ne réfléchit aux conséquences qu'après coup quand c'est trop tard. D'ailleurs, le personnage de Walton, l'explorateur qui recueille Victor, est aussi une figure prométhéenne, prêt à tout risquer pour la gloire de la découverte. Ce roman, il réinvente aussi le genre gothique, vous disiez. Comment? Le gothique traditionnel, c'était beaucoup les châteaux hantés, les fantômes, le surnaturel. Mary Shelley, elle déplace l'horreur. Elle la met où? À l'intérieur, dans la psychologie des personnages, dans l'angoisse existentielle. L'horreur naît de l'acte de création lui-même et de ses conséquences moraux et psychologiques. Elle utilise quand même les paysages grandioses, hein, les Alpes, l'Arctique. Oui, elle utilise ce qu'on appelle sublime, ces paysages immenses, puissants, parfois terrifiants, qui reflètent la démesure des ambitions et la violence des émotions des personnages. C'est lié à l'effroi, comme l'avait théorisé Edmund Burke, mais l'origine de tout, ça reste une démarche qui se veut scientifique au départ. C'est une horreur plus rationnelle, en un sens. Et au cœur de tout ça, il y a cette relation tragique entre le créateur et sa créature. L'abandon. C'est absolument central. L'acte de création est immédiatement suivi par un rejet total. Victor est horrifié par l'apparence de sa créature et l'abandonne. Et la créature, elle, au début, elle est comment? Elle naît innocente, comme une page blanche, un peu à la Locke ou à la Rousseau. Elle est curieuse, elle apprend, elle a même de bons sentiments au départ. C'est le regard des autres qui la change. C'est la solitude et le rejet systématique qu'elle subit à cause de son apparence. C'est ça qui la rend amère, puis haineuse et vengeresse. Le roman pose vraiment la question. Qui est le vrai monstre? Celui qui a une apparence effrayante, mais qui souffre et qui cherche l'amour? Ou celui qui l'a créé, puis abandonné par peur et par dégoût? C'est la question de la responsabilité du créateur. Totalement. Une responsabilité que Victor fuit en permanence. Et ça rejoint aussi cette idée du double, du doppelganger. Oui, tout à fait. Victor et sa créature sont inextricablement liés.
Ils sont comme les deux faces d'une même médaille. Ils se détestent, mais ils se comprennent aussi à un niveau très profond. La créature est comme le reflet sombre, la part maudite de Victor et de son ambition. Ils se poursuivent sans fin. Oui, dans une chasse mutuelle à travers le monde, chacun étant le miroir monstrueux de l'autre. Le roman est aussi une réflexion sur la science, bien sûr. Oui, il est imprégné par la fascination de l'époque pour la chimie, l'électricité, le galvanisme. Mais c'est une fascination très critique. Une mise en garde. Clairement, une mise en garde contre la science sans conscience, contre l'ambition scientifique qui oublie l'éthique, l'humain, les conséquences. C'est un message qui reste incroyablement pertinent aujourd'hui, non? Avec les débats sur la génétique, l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai. Et il y a même des lectures féministes du roman, plus récentes. Qu'est-ce qu'elles disent? Elle pointe souvent la passivité des personnages féminins, qui sont surtout des victimes, la mère de Victor, Justine, Elisabeth. Elles analysent aussi l'acte de création de Victor comme une sorte d'usurpation par l'homme du pouvoir de procréation féminin. Créer la vie sans femme dans un laboratoire? Voilà, ce serait un fantasme masculin de contrôle absolu sur la vie, un fantasme qui tourne forcément à la catastrophe. La critique Claire Cahanet a parlé de mère macabre pour décrire ce rapport très ambigu et troublant à la maternité et à la création dans le livre. C'est fou tout ce qu'on peut lire dans ce roman, écrit il y a plus de 200 ans par une femme de 19 ans. C'est assez stupéfiant, oui. Donc, si on essaie de synthétiser un peu, le film de Branagh, une vision intense, visuellement très forte, mais qui prend des libertés narratives vraiment importantes, surtout sur la fin, pour créer un drame peut-être plus immédiat, plus spectaculaire. C'est ça. Tandis que le roman de Mary Shelley, lui, avec sa structure narrative plus complexe, ses récits enchâssés, sa richesse thématique, il nous laisse avec des questions beaucoup plus ouvertes, plus profondes peut-être. Sur l'ambition, la monstruosité, la responsabilité, la solitude, une dernière piste de réflexion. En vous écoutant, je repense à l'importance du langage dans le roman. Ah oui, c'est-à-dire? La créature. C'est en apprenant à lire, à parler, qu'elle développe sa conscience, sa capacité à penser, à ressentir, à argumenter. C'est le langage qui la rend humaine à l'intérieur, même si son apparence la condamne. Oui, c'est très juste. Son apprentissage des souffrances du jeune Werther, de Plutarque, c'est crucial pour son développement. Et à l'inverse, Victor, il a souvent du mal à trouver les mots, non? À expliquer ses actes, à assumer sa responsabilité. Il est souvent dans le silence, le secret, le tourment inexprimé. C'est une observation très intéressante. Cette opposition entre la créature qui maîtrise le langage pour exprimer sa souffrance et revendiquer son humanité. Et le créateur qui semble parfois prisonnier de son incapacité à communiquer vraiment. Qu'est-ce que ça nous dit alors? Peut-être que la véritable humanité ou la monstruosité, ça ne tient pas seulement à l'apparence ou à l'origine, mais aussi à cette capacité ou incapacité à communiquer, à comprendre et à être compris. La monstruosité comme enfermement dans le silence ou dans le cri inarticulé. Peut-être. C'est une question qui va bien au-delà de Frankenstein finalement. Ça nous interroge sur nos propres relations, sur comment le langage ou son absence façonne notre regard sur l'autre. Voilà de quoi réfléchir encore longtemps après avoir refermé le livre ou éteint l'écran. Tout à fait.